richesse. C'est pas autre chose. Il sait très bien, il n'est pas complètement idiot, il sait très bien que c'est pas en rachetant des obligations que vous faites baisser le chômage aux États-Unis. J'ose croire quand même qu'il n'est pas débile à ce point-là. Je suis pas sûr qu'il soit oxygéné à tous les étages, mais tout de même, il y a quand même une marge. Et donc, ce garçon sait très bien qu'il n'y a absolument rien des 85 milliards qui passent dans l'économie réelle. Vous n'avez qu'à voir, on vous montrera un graphique tout à l'heure, vous n'avez qu'à voir la vitesse de circulation de la monnaie. Elle est nulle. Il n'y a pas de vitesse de circulation de la monnaie. Or, la vitesse de circulation de la monnaie, je vous rappelle que c'est ça qui fait de l'inflation. Ce n'est pas tellement la masse monétaire, c'est la vitesse de circulation. Or, la vitesse de circulation, elle est égale à 0. Pourquoi elle est égale à 0? Parce que tout ce qui met dans le système ne rentre pas dans l'économie réelle. À partir de ce moment-là, ça ne sert qu'à une seule chose, c'est à donner aux traders de Goldman Sachs l'occasion de faire mumu sur les marchés. C'est tout. Donc le problème, si vous voulez, c'est que ce qui est amusant, c'est de voir les gens qui aujourd'hui s'étonnent qu'il n'ait pas réduit leur quantité, que Bernanke n'ait pas réduit son quantitative easing. Il ne peut pas le faire. Parce que le jour où il le fait, les marchés s'effondrent. C'est le seul acheteur. Vous n'êtes plus, alors mettez-vous ça dans la tête, vous n'êtes plus dans un marché. Vous êtes dans des prix administrés. Administrés. Par qui? Par les banques centrales. Donc si vous voulez vous mettre en face, grand bien vous fasse, mais vous allez en prendre plein la figure. Donc, ad vitam aeternam. Donc, il n'y a pas de règle. Aujourd'hui, vous êtes dans quelque chose qui, de toute façon, n'a jamais été fait. Donc, vous pouvez y aller ad vitam aeternam. Personne n'en sait rien. Moi, vous avez quelqu'un qui vous a dit 2014. Moi, je vais vous dire 2015. Je vous dis 2013 la semaine prochaine. Peu importe. C'est juste bullshit, si vous voulez, puisque personne n'en sait rien. Puisque personne n'a jamais vécu ça. C'est même pas la peine d'essayer de réfléchir. À chaque fois que le plafond de la Fed a été atteint, on l'a relevé. Ah, mais ça, on va y arriver. On va y arriver bientôt. Voilà, c'est une fausse peur. C'est-à-dire qu'on va en parler, on va se faire peur, on va être là en train de se dire oui, ça va se faire, ça va pas se faire. On va suer à grosses gouttes et la dernière heure, le dernier jour, on va vous dire ah, c'est fait, on a relevé. Super. Bon, c'est ridicule. De toute façon, vous pouvez y aller jusqu'à plus soif, puisque ça ne repose que sur une chose, c'est sur la confiance. Tant que vous acceptez le billet de Monopoly qu'on vous a donné, tant que vous vous dites que ça vaut quelque chose, tout va bien. Le jour où vous allez le refuser, tout va mal. Or, la confiance, c'est quelque chose qui est binaire. C'est soit 1, soit 0. Vous n'avez pas confiance à 70, et puis à 68, et puis à 65%. Vous avez confiance ou vous n'avez pas confiance. Si vous n'avez pas confiance, le jour où on va vous donner un billet de 100 €, vous allez dire « Ah non, je ne prends pas ». Ce jour-là, le billet de 100 €, il ne vaut pas 50, il vaut 0. C'est terminé. End of the game. D'accord? Donc, ne croyez pas qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe est sans conséquence pour le futur. Bien sûr que ça tient. Bien sûr que ça fait tenir les indices. On vous fournit du carburant. Quand vous avez un moteur qui tourne, si vous mettez de la nitroglycérine dedans, ça va bien se passer. Ça va bien se passer pendant un moment. Quand vous en avez plus, ça se passe mal. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les gens qui attendent que le quantitative easing se réduise, c'est juste pathétique. Il ne se réduira pas. Vous continuerez jusqu'à plus soif pour la bonne et simple raison qu'ils ne peuvent pas faire. Parce qu'aujourd'hui, le seul acheteur des marchés, c'est qui? C'est la Fed. S'il n'a pas de biscuits pour acheter les marchés, ça va mal se passer. En fait, il faut faire une petite différence. Il y a quelque chose que les Français et Européens on ne fait pas et qui est vraiment américain. C'est qu'il faut savoir qu'aux États-Unis,
tous les particuliers ont des actions américaines. Tous les particuliers ont des retraites qui sont elles-mêmes investies dans les marchés actions. Donc faire tenir le marché, c'est pas juste tenir les actions de X, Y, Z, c'est faire monter le portefeuille de l'actionnaire moyen, de l'américain, et c'est réussir à tenir les fonds de pension pour payer les retraites, etc. C'est pas juste simplement les marchés financiers et les actions. C'est vraiment un système globalisé qui aujourd'hui tient sur des injections. Si on retire ces injections, le marché descend. Ce que l'on pense aujourd'hui avec Olivier, c'est que ces injections, 1, ils ne peuvent pas les arrêter. 2, ils seraient même capables, si notre copine Jeannette passait à la direction de la Fed, à augmenter le quantitative easing. Alors ça, par contre, vous pouvez en prendre note. En 2014, il se pourrait que le levier augmente. Le moindre accident de marché sera réglé comme ça. Ils n'ont plus aucun autre effet de levier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les marchés plantent demain, que ce soit les marchés obligataires, actions ou autres, si les marchés plantent demain, le quantitative easing sera augmenté. Parce que c'est le seul moyen de retenir aujourd'hui les marchés. Donc vous aurez ça. Comme vous aurez, ça on peut s'y engager aussi, comme vous aurez au final Monsieur Draghi, patron de la BCE, qui vous fera un LTRO ou autre chose, peu importe, il l'appellera comme il veut. En Europe, on a généralement l'habitude d'appeler les choses non pas par leur nom, mais par des noms dérivés parce que ça fait plus propre. Donc on n'a pas appelé le LTRO un quantitative easing, mais enfin c'en est un. Et donc vous aurez un troisième LTRO, comme vous avez eu un troisième QE, comme vous avez eu un 10e QE au Japon. J'en sommes à 10, bientôt à 11, je pense. Donc vous aurez, parce que c'est le seul, aujourd'hui c'est la seule chose qu'ils maîtrisent. Il faut bien se rendre compte qu'ils ont tout à fait compris, pas les prendre pour plus crétins qu'ils ne sont, ils ont tout à fait compris que ça n'avait absolument aucun impact sur l'économie réelle, d'accord? Mais la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est soutenir les marchés. Et soutenir les marchés, ils le font, ils en abuseront, parce que c'est le seul levier qu'ils ont. Donc, vous aurez, après un QE3, un QE4, un QE5 et compagnie. Croyez-moi, il va être plus violent que le QE3. Il faut savoir que même les officiels, quand ils se réunissent, eh bien, disent eux-mêmes qu'ils ne savent pas quel est l'impact réel du quantitative easing dans le système et qu'ils ne savent pas, outre le fait de garder le quantitative easing en place, quelle pourrait être la solution palliative à tenir le marché du travail et les marchés financiers aux États-Unis. On est quand même arrivé à une situation où le groupe de quelques membres de la Fed qui se réunissent pour discuter de l'avenir de trillions de dollars sur les marchés financiers dans les séances suivantes vous disent clairement: on vient d'injecter 2500 milliards de dollars dans le système, on ne sait pas trop où ils sont, a priori ça a l'air de faire baisser les chiffres qu'on trafique tous les mois. Est-ce que si on vire celui qui trafique les chiffres, c'est toujours aussi bien? On ne sait pas trop. Mais voilà, pour l'instant, jusqu'ici tout va bien. Voilà, c'est celui qui tombe d'un immeuble de 25 étages et qui dit à chaque étage, jusqu'ici tout va bien. Voilà, jusque l'atterrissage. Ce qu'on va faire, c'est que là, si vous voulez, on va vous parler un petit peu du CAC et puis après on va passer sur l'eurodoll, l'or et autres, parce que vous êtes quand même ici des investisseurs, vous avez envie de trader sur les marchés, de faire de l'investissement, de vous couvrir sur potentiellement des choses qui pourraient se passer. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous nous connaissez déjà plus tous au moins, avec toutes les bêtises qu'on peut dire à la télé. Donc comme vous le savez, on est parmi les plus grands vendeurs de CAC parce qu'on ne croit absolument pas au mouvement en place sur les indices actuellement. Alors Olivier vient de vous parler des États-Unis principalement, on n'a pas besoin de vous parler de la France et de son bourbier, parce que le CAC 40, comme je vous l'ai expliqué, c'est pas un reflet de l'économie française.
c'est un reflet de l'indice américain qui, lui, est le reflet de ce que pense la Fed. Heureusement pour le CAC. Heureusement. Sinon, Oui. c'est mal. Heureusement pour le CAC. Donc le 440, ne serait-ce que techniquement, vous voyez, un truc de base. On me dit, Monsieur Chéron, je ne comprends pas, vous vendez le 440 alors qu'il est haussier. J'aimerais bien, s'il vous plaît, que de temps en temps vous preniez des graphes mensuels et pas qu'on soit en graphique 4 heures ou journalier tous les jours. Oui, le 440 vient de passer de 3000 points à 4200 points et ainsi de prendre 30% de hausse. Est-ce qu'il ne l'avait pas déjà fait de 2008 à 2010 avant d'en perdre 30? Si. Et je commence vraiment à vous le dire clairement, en tant qu'analyste graphique, je suis saoulé de toutes ces personnes qui ne savent pas comprendre que cette tendance haussière de moyen terme, oui, je l'ai vu, merci, mais qu'à long terme, on est dans une sorte de range gigantesque, et n'allez pas me dire que le breakout qu'on a fait des 4170 points grâce à la Fed et au fait qu'on ne baisse pas le QE, c'est une bonne news qui nous emmène à 5000. Parce que là, j'ai les poils qui se hérissent. Donc moi, je vous le dis, en fait, aujourd'hui, mon but, c'est pas d'avoir raison ou pas, c'est, je vous dis concrètement, que vous avez beaucoup d'analystes qui parlent, qui sont des conseilleurs mais pas des payeurs. À titre personnel, entre 4250 points et 4400 points, je short tout ce que je peux sur l'indice 440, stop 4550 points. Parce que je pense que le potentiel haussier actuel, techniquement parlant, est de 150 à 250 points, alors que si l'on considère le canal haussier à faible pente dans lequel l'indice 440 évolue depuis maintenant 4 ans, la borne haute, elle est là, la borne basse, elle est là. Je vous pose une question sincèrement. Est-ce que le ratio risque-gain est plus attractif de payer à la proximité d'une zone de résistance, ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux se mettre dans l'autre sens pour jouer une rotation naturelle de cet indice dans les bandes de fluctuation qu'il a depuis 4 ans? Et donc à chaque fois qu'on prend 1%, il y en a qui me saoulent, parce qu'on monte, mais plus on montera, plus je suis content, parce que plus on monte, plus j'accumule les positions vendeuses, et plus ça veut dire que si on baisse, je gagnerai d'argent. Donc je vous le dis, aujourd'hui c'est pas juste un débat d'ego où on vous dit moi je pense ci, moi je pense ça. Moi à titre personnel, je short du CAC à partir de maintenant jusque 4400 points pour viser 3600 points, soit un retour à la normale, et si les choses se passent mal, entre guillemets, 3000 points. Voilà, toi c'est la sortie de canal, mais j'en suis pas à ce niveau-là. T'as peur? Non, si vous voulez, le problème c'est qu'aujourd'hui vous entendez un certain nombre d'analystes, vous entendez un certain nombre de stratégistes ou d'économistes qui vous disent le marché est pas cher. So what? Très bien, le marché est pas cher. C'est ces personnes-là qui disaient que le marché n'était pas cher en calcul de PER quand le CAC était à 4000 en 2008, avant qu'on aille toucher 2400. Exactement. Pour information. Le pas cher par rapport à quoi? Pas cher par rapport à la croissance attendue? Vous avez une croissance attendue qui est de 0. Si vous n'êtes pas en récession, c'est déjà pas mal. Donc par rapport à quoi? Par rapport au risque que vous prenez? Ah bon, il n'y a pas de risque? Le Portugal, c'est fini. L'Espagne, c'est fini. L'Irlande, c'est fini. La Grèce, c'est fini. Pensez que réellement, le marché peut monter simplement sur une appréciation des PE? Pas. Est-ce que vous pensez que les marchés peuvent monter sur une appréciation des bénéfices par action? Ah oui. Vous êtes là, vous êtes devant une récession, vous êtes dans une récession, et vous pensez que les résultats des sociétés vont continuer à grimper? Sachant que ces résultats de société sont des résultats de société positifs par effet comptable, par diminution de la masse salariale et donc augmentation du résultat net, mais il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de nouveaux contrats, il n'y a pas de nouveau business, il n'y a pas de croissance, on va dire, qualitative. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et c'est là où on ne peut pas, en tant que personne qui suit un minimum les news, l'info macroéconomique, être positif. C'est pas possible. Non, d'autant plus que la croissance, c'est assez amusant. C'est-à-dire que tous nos politiques n'ont que ça à la bouche. Ils nous en racontent des longueurs et des longueurs en nous disant
ne vous inquiétez pas, on n'a pas réussi à taper l'objectif cette année, mais demain on rase gratis. L'année prochaine, vous allez voir ce que vous allez voir, vous allez faire 3%. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation dans la plupart des pays matures, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Europe, que ce soit le Japon. Enfin, le Japon, c'est même plus un pays mature, c'est un pays au 4e âge ou au 5e âge. Mais vous êtes dans des pays qui n'ont plus les 5, les 6, les 7% de croissance qu'on a connus en 1950. D'accord? C'est terminé. Ça, il faut faire une croix dessus. Vous êtes aujourd'hui avec un potentiel de croissance qui est entre 0 et 1. D'accord? Et non plus à 3, à 4 ou à 5. C'est terminé. C'est terminé à cause de la natalité, c'est terminé à cause du progrès technique, c'est terminé à cause de beaucoup de choses. Mais c'est terminé. Et au lieu de prendre ça comme une non-variable, comme une donnée, on prend ça comme une variable. Et à chaque fois, on vous dit, ne vous inquiétez pas, l'année prochaine, on part à 3% de croissance. C'est faux. Et chaque année, d'année en année, on est déçu et on dit, ah bah oui, on a fait 1, on a fait 0,9, on a fait 0,8, mais ne vous inquiétez pas, on va faire 2, on va faire 3, on va faire 4. Non. Et malheureusement, quand vous êtes endetté à plus de 100%, ce qui est le cas de tous les pays, hein, ne croyez pas les 95% en France, vous êtes à 136%, en comptant l'endettement des régions, etc. Donc vous êtes largement au-dessus de 100%, vous êtes largement au-dessus de 100% en Italie, vous êtes largement au-dessus de 100% en Espagne, si vous prenez l'endettement des banques.